Bien, salut à tous. On se retrouve pour le troisième épisode de notre carrière avec le FC Metz sur Football Manager 2024. On s'était quitté la dernière fois sur un épisode un peu spécial puisqu'on avait vécu ensemble le derby contre Strasbourg. Victoire, je rappelle, 2-0 donc de nos Messins contre Strasbourg. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour un premier bilan après 8 journées. Mine de rien, on est déjà quasiment au quart de la saison. Pour revenir un petit peu donc sur ce qu'ont été nos premiers matchs et le comportement général de l'équipe, même si vous avez déjà eu un vrai regard à travers ce match en direct contre Strasbourg. Alors, on va pas attendre beaucoup plus longtemps, on va juste aussi revenir sur les entraînements, parce que je veux refaire un point là-dessus. Le staff technique, je veux aussi vous en dire un mot, et puis un mot rapide sur les jeunes également. Donc, ça nous fait un programme un petit peu chargé, mais on devrait pouvoir faire tout ça assez facilement. Tout d'abord, au niveau des résultats. Alors, comme vous pouvez le voir, donc bon, vous le voyez ici, on est aujourd'hui cinquième de Ligue 1. On a une équipe qui, de manière générale, se comporte très bien dans ce début de saison et qui, pour le coup, suit assez bien ce qu'on a envie de mettre en place sur cette première saison avec Metz. L'objectif de cette saison, c'est le maintien. On l'a dit au départ, on a un effectif qui est quand même assez affaibli par rapport au reste du championnat. Donc on a avant tout cette saison envie de mettre en place des structures d'équipe, une structure d'équipe qui lui permette d'aller chercher son maintien et qui lui permette de pouvoir progresser dans une relative sérénité. On a mis l'accent, on l'a dit, sur le comportement défensif, sur ne pas trop subir, ne pas concéder trop d'occasions et ne pas concéder trop de buts. Et comme vous pouvez le voir au niveau des résultats, bah écoutez, cette approche fonctionne très bien. Cette approche était d'autant plus nécessaire qu'on affrontait des équipes qui étaient vraiment beaucoup mieux calibrées que la nôtre et beaucoup mieux dotées que la nôtre. On affrontait quand même quasiment que des équipes qui avaient fini top 10 la saison d'avant, à part Strasbourg qui avait fini 15e. Sinon, toutes les autres, et ouais, Toulouse, mais Toulouse est également en Coupe d'Europe. Sinon, que ce soit Rennes, Marseille, Reims, Lens, Nice, c'est des équipes beaucoup mieux dotées, des équipes beaucoup mieux calibrées, avec beaucoup plus de moyens et de meilleurs joueurs que les nôtres. La saison, elle avait commencé donc par ce match de Rennes, à Rennes. Un match que je craignais beaucoup parce que, bon, en soi, le Stade Rennais, c'est un club qui nous réussit assez peu en général dans la vraie vie et c'est un club qui me réussit en général assez peu sur Football Manager. Et en fait, assez vite, sur ce match, on a pu un petit peu voir ce que serait l'attitude de l'équipe, puisqu'on, bon, vous voyez, on gagne ce match 1-0. On marque assez tôt en début de match par Joël Assoro. Et derrière, on a assez bien, je dirais, mis en place ce style de jeu qui est un style de jeu basé sur le contre, qui est un style de jeu basé sur un jeu fluide, tout en restant solide et sans jamais subir. L'objectif n'est jamais de subir. Et vous voyez que les Rennais, alors bon là, je vais juste vous montrer le but, le temps que ça charge, et comme je vous ai déjà dit, mon ordinateur étant très faible, il a un petit peu de mal à tout gérer. Donc vous voyez, c'est un retour de coup de pied arrêté. On est très performant sur coup de pied arrêté sur cette saison, notamment des buts de ce genre-là. Vous vous souvenez du match de Strasbourg où c'était également des buts comme celui-là. Les Rennais n'ont jamais pris le dessus sur nous pendant tout le match. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en évidence et qui a été énormément le cas pendant toute la saison. Vous savez que j'attache une grande importance à la position des frappes et à l'analyse des frappes de l'adversaire. Vous voyez, les Rennais, ils ont réussi à aller dans notre surface la plupart du temps, alors mis à part, je crois que cette occasion, ça, je crois que c'était sur une attaque placée, le reste c'était beaucoup sur des coups de pied arrêtés. Vous voyez, 0,69 d'expected goal, vraiment pas forcément des frappes dangereuses. On a réussi à éviter qu'ils entrent beaucoup dans cette zone que j'appelle moi la zone dangereuse de la surface de réparation. Ils n'y ont été que deux fois en jouant à domicile.
On les a quand même pas mal obligés, même s'ils ont réussi à rentrer dans notre surface, mais pas vraiment et pas tant que ça. Une équipe qui n'a que 8 tirs, c'est quand même assez remarquable pour une équipe qui est encore une fois beaucoup mieux dotée que la nôtre. Le comportement défensif a été très bon. C'est un des rares matchs, et je pense que c'est presque le seul de la saison, où j'ai réellement pu voir l'animation des côtés que je voulais. C'est-à-dire que la recherche d'espace, et on le voit dans l'analyse des statistiques des joueurs, on la voit ici, la recherche d'espace nous a permis, notamment sur le côté droit, de très bien fonctionner, puisque vous voyez, que ce soit Kevin Von Dunkirkhoff ou Joël Assoro, un petit peu moins de l'autre côté Mathieu Doll et Sheikh Sabali, mais surtout sur le côté droit, alors, ils ont un peu plus de déchets, mais ils ont réussi à créer davantage d'occasions et à être un petit peu les joueurs qu'on trouvait lancés et qui réussissaient à trouver des décalages, trouver des joueurs et trouver des positions de frappe et trouver des joueurs qui pouvaient prendre des positions de frappe. Le rôle qui est celui un peu de Lamine Camara sur le début de saison, on l'a un petit peu fait changer par la suite. Donc ici, comme je sais pas, un 10 très reculé, mais ça n'est même plus un 10, c'est plutôt un 8 très polyvalent. C'est un match où il répond présent, même si on l'a peut-être pas autant trouvé que je ne l'aurais espéré, parce qu'on a quand même fait sur ce match, et c'est évidemment un axe de progression. On voyait qu'on a quand même eu plus la possession que les Rennais. Ce que je note surtout, c'est que dans ce match, on a eu beaucoup la possession. C'était beaucoup, vous voyez, c'est des passes qu'on se fait dans notre fameux carré défensif, Traoré RL et Jean-Jacques Camara. Jean-Jacques Endoram, pardon. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est une bonne base, intéressante, et surtout qui donne un très bon moral à l'équipe de démarrer par une victoire. Et une équipe qui n'a pas du tout subi la pression de l'adversaire et qui l'emporte logiquement contre Rennes. Le deuxième match contre Marseille à domicile, un peu le même match, un peu le même type de match, un peu le même type de scénario. Un match qui était très équilibré et on trouve la solution très tard puisqu'on la trouve au bout du temps additionnel par Simon Elisor. Alors je vais juste vous remontrer le match. Et on fait vraiment le même match que contre Rennes. On fait vraiment le même match que contre Rennes parce que c'est encore une fois un match où on a un peu les mêmes pourcentages de possession, où on ne subit à aucun moment la pression de l'adversaire et où on réussit par beaucoup d'agressivité, je dirais, à les gêner. Alors vous voyez le but ici, donc débordement de Kofi Kwao, qui correspond à son rôle, hein. Et vous voyez Simon Lisor qui réussit de près à tromper Paul Lopez. Le rôle de Kofi Kwao et le rôle de l'arrière droit, c'est vraiment d'être capable, avec le ballon ou sans ballon, de se projeter, de prendre la largeur, de perturber la défense adverse et de perturber le pressing adverse. Davantage que de l'autre côté, Mathieu Hudol, le pendant de l'autre côté. Sur ce match, les Marseillais, vous voyez, là, cette fameuse zone de frappe, position des frappes, ils ne l'ont jamais trouvé. Zéro tir cadré, seulement un Jordan Vertou, en plus c'est une frappe qui fait 0,06, donc c'est vraiment pas une frappe dangereuse. Vraiment une qualité de frappe très faible et une incapacité à pouvoir pénétrer notre zone défensive, notre axe défensif. Vous le voyez ici. Et c'est vraiment ce qu'on avait voulu et qu'on avait cherché à travailler et ce qu'on avait essayé de trouver tactiquement. Donc de ce point de vue-là, l'équipe répond vraiment présent. Nous, on l'a trouvé beaucoup plus souvent. Vous voyez, notre analyse des frappes est nettement meilleure que la leur. Même si on ne marque qu'un but et qu'on ne se crée pas non plus pléthore d'occasions parce que on est à un expected goal qui est le but. Je crois qu'on était à même pas 0,5 avant le but. Mais à côté de ça, voilà, on va être à 0,48 ou quelque chose comme ça. 0 combien? Ouais, 0,48. À côté de ça, alors je pense qu'on est aussi pénalisé par notre manque de niveau. Et là, vous voyez que déjà, c'était plus difficile pour les joueurs de côté. Et vous verrez que c'est vraiment ça, cet aspect-là, qui pour le moment me préoccupe un petit peu. C'est notre difficulté à vraiment animer nos couloirs comme je le voudrais. C'est-à-dire de trouver ici les joueurs excentrés sur les côtés, qu'eux puissent provoquer, que leur provocation, que leurs mouvements et que leurs appels libèrent des espaces. Ça, on l'a pas encore trouvé, ou pas assez, et pas assez en même temps de part et d'autre. Peut-être que les joueurs n'ont pas les capacités pour le faire. On en reparlera.
En tout état de cause, on démarre la saison par 2 victoires, sans prendre de but et sans concéder d'occasion à l'adversaire. Et sur les 2 matchs, on n'a même pas un expected goal de concéder sur les 2 matchs. Donc vraiment, le comportement défensif de l'équipe est pour le moment excellent. Il est vraiment, vraiment excellent. Et vous voyez ici, en fait, ce que je voulais vous montrer. Euh, on voit notre passe réussie. Bon, ça, à la limite, c'est pas ce qui m'importe le plus. Voilà, zéro tir cadré. Zéro tir cadré. Vous voyez on réussit quand même à avoir presque 2 fois plus de passes progressives qu'eux. On court plus qu'eux. Ça, c'est vraiment des choses, des données auxquelles je m'intéresse énormément dans le centre de données. Les passes progressives. Est-ce qu'on arrive à trouver, est-ce qu'on arrive à se projeter vers l'avant? Ça, on répond réellement présent. Et on fera un peu d'analyse des données après. Là, je vous montre un petit peu les matchs en général. Après ces 2 premières journées, donc plutôt réussies, on enchaînait par le déplacement à Clermont, qui était un peu notre adversaire entre guillemets le plus abordable du début de saison. Et là, par contre, on s'est vraiment craché. On est vraiment passé à côté de notre match à tous les niveaux, dans l'agressivité. Bon, techniquement aussi, on a vraiment subi le milieu clermontois, ce qui m'inquiétait énormément parce que eux mettaient vraiment, comment dirais-je, mettaient vraiment l'accent sur cette zone. J'avais fait un peu d'analyse d'avant-match et eux, vraiment, cette zone-là était vraiment la zone à contrôler. Et bah, on n'a pas répondu présent, tout simplement. J'avais voulu vraiment neutraliser ces 2 joueurs-là et essayer un petit peu d'obliger, de couper la liaison qu'il y avait entre eux ici, sachant que si on coupait cette liaison, eux étaient vraiment pas alimentés. Leur couloir était pas forcément très performant. Donc voilà, c'était à la maîtrise de cette zone-là et on n'a pas répondu présent. J'ai essayé d'apporter des changements pendant le match. On a essayé un peu de s'adapter. On a fait une meilleure fin de partie que le début. Donc, je vais vous juste montrer un petit peu le temps que ça charge. Encore une fois, mon ordi est très mauvais. Donc, tout est très lent. Surtout quand je filme en même temps, parce que ça fait beaucoup, beaucoup à gérer. Mais, qu'est-ce que je disais, moi? Oui, voilà, on a vraiment été dominé. C'est même pas tant qu'on a beaucoup subi, encore une fois, parce qu'on n'a pas beaucoup subi. Les Clermontois n'ont pas eu pléthore d'occasions, même s'ils en ont eu un petit peu plus que les autres matchs. Vous voyez, malgré tout, ils ont réussi, eux, à davantage pénétrer la zone sensible et la zone clé, même si c'est pas non plus écrasant et étouffant. Mais, alors je voulais vous le montrer. C'était quoi que je voulais vous montrer déjà ici? Je ne sais même plus. Je voulais montrer un truc, je ne sais même plus ce que c'était. C'est pas grave, tant pis, ça me reviendra. Mais voilà, on n'a pas du tout réussi à animer nos couloirs. Les liaisons n'ont pas fonctionné et on a vraiment été dominé par notre adversaire. Oui, voilà, c'était ça, ça me revient. C'était voilà, ces joueurs-là, vous voyez, on les a pas gérés du tout. On les a pas gérés du tout. On peut pas laisser Johan Magnin avoir autant le ballon et on peut pas se permettre que cette liaison, elle se fasse aussi facilement entre Berkani et Johan Magnin. C'était pas possible. Parce que le joueur qui était ici était davantage le meneur de jeu avancé. Et voilà, c'était de couper ici, sachant que leur couloir, on était en supériorité numérique. Donc numériquement, on était censé ne pas être mis en difficulté. C'était vraiment ça la clé du match, et on n'a pas réussi à la mettre en place. Ah oui, voilà, c'était les expected goals en match, voilà que je voulais vous montrer. Et vous voyez que, paradoxalement, les Clermontois, la deuxième mi-temps, ils font rien. Nous non plus, mais eux, font rien. Donc, moi, ce qui me frustre dans ce match, c'est vraiment ça. On a essayé de s'adapter, de faire des changements. On a fait des changements assez tôt, un peu plus tôt que d'habitude dans le match. On a notamment essayé d'apporter des changements dans le milieu de terrain. Et on en parlera par la suite, les changements qu'on a apportés tactiquement à l'équipe, parce que j'étais pas forcément convaincu. Enfin, j'ai voulu apporter des changements. Ce match-là m'a permis aussi de voir certaines choses. Mais voilà, dans le foot, il faut aussi savoir perdre. Et même sur FM, il faut savoir perdre. Ça fait partie du jeu. Et ça permet un petit peu d'affiner les choses. En tout cas, après 3 matchs, gagner Rennes et Marseille et perdre à Clermont, ça donne comment je vais dire, ça donne
le ton de cette saison. On enchaînait après par le match de Reims, qui était un match assez terne, en revanche, où il s'est vraiment pas passé grand-chose. On a beaucoup plus subi que d'habitude. Euh, on a aussi rendu coup pour coup au Rémois. C'était un match assez accroché, dans lequel, cette fois-ci, toute notre animation offensive a été défaillante. Mais on a réussi à tenir parce que, ah bah, vous voyez, cette zone-là, c'est ce qui fonctionne le mieux sur le début de saison. Pour le reste, voilà, je pense on a atteint, et là je l'ai vu sur ce match-là, les limites de notre système de jeu. Euh, Même si voilà, bon, les Rémois nous ont dominés parce qu'ils ont davantage de talent que nous, et notamment sur leurs joueurs de couloir avaient été assez ennuyeux. Et voilà, leur milieu de terrain avec beaucoup de volume de jeu avait été supérieur au nôtre. Donc on a beaucoup subi, beaucoup trop. Maintenant, bon, on fait match nul, on fait 0-0, c'est pas non plus, c'est pas négatif de se dire que quand on est moins en forme et moins en jambes et qu'on est moins en réussite, bon, malgré tout, on n'est jamais écrasé par l'adversaire. Donc, suite à tout ça, j'ai décidé d'apporter des changements à l'équipe. Les changements que j'ai apportés à l'équipe, c'est le passage 1-4-3-3. L'intérêt, c'était quoi? Et je l'ai fait après le match de Reims. C'était de se dire, j'ai quand même un problème dans l'animation, c'est que mon animation, elle repose finalement, à la fois, on l'a vu sur l'animation des côtés, mais aussi sur trouver un joueur qui était Lamine Camara, qui est censé être un petit peu notre meneur de jeu, notre playmaker, qui doit être capable, par son rôle un petit peu, comment je vais dire, un peu trois poumons, comme on disait à l'époque sur FM, le joueur un peu polyvalent qui doit tout faire. Il doit récupérer des ballons, être capable d'être un petit peu agressif et de se projeter dans le pressing, et à la fois de les bonifier et de se créer des occasions, de monter pourquoi pas balle au pied, etc. etc. C'était peut-être trop lui demander à Lamine Camara. Je pense que c'était trop pour lui. À côté de ça, ce qui m'embêtait, c'est que ce qui fonctionnait le mieux, c'était notre fameux carré défensif. Ça m'obligeait, si je voulais le changer, à le casser. À casser ce carré défensif pour installer soit en faire monter un côté de la mine Camara, soit carrément changer toute l'animation de l'équipe et pourquoi pas recommencer une tactique un peu à zéro, refaire monter la mine Camara d'un cran, repasser en 4-2-3 un peu plus classique ou repasser en 4-3-3. J'ai opté pour une solution un petit peu hybride qui est de repasser en 4-3-3 qui permet en fait de séparer en deux le travail de la mine Camara. La mine Camara, lui, il récupère un rôle offensif, de bonification des ballons, de projection, pourquoi pas de pressing, si c'est nécessaire, mais le premier rideau défensif, il n'est plus le seul à l'accompagner. Il est accompagné du coup ici d'un milieu axial défense. J'ai hésité avec le milieu récupérateur défense. Le milieu récupérateur dézone un peu trop, et je veux pas que ce joueur dézone, je veux vraiment ici un joueur qui malgré tout assure une stabilité défensive et ne se projette pas trop et reste discipliné et reste dans une approche assez, comment je vais dire, conservatrice quant à son rôle et à son positionnement sur le terrain. J'ai inauguré ce changement tactique. Alors, j'ai pas changé l'animation des côtés, si ce n'est qu'Ablaï Jallo, qui est revenu de blessure, est revenu dans la rotation et retrouve lui un rôle, pourquoi pas, pour accompagner davantage que Sheikh Sabali l'animation, et pourquoi pas qu'on le retrouve, lui non pas forcément, enfin Sheikh Sabali et Joël Assoro, on doit les trouver davantage dans la profondeur, lui pourquoi pas on peut le trouver dans les pieds. Ah bah, Ablaï Jallo a un peu plus de qualité qu'eux pour être trouvé dans les pieds, sans être non plus un crack absolu, mais voilà, lui il est un peu plus capable, c'est un joueur un petit peu différent, un joueur un petit peu différent. Euh, Donc on a inauguré ces changements contre Lens. À Lens, qui n'est jamais là non plus un adversaire facile à aborder. Une équipe de Lens qui était troisième au coup d'envoi, je crois, qui était très en réussite, mais qui préparait son match de Ligue des Champions. Ce qui fait d'ailleurs que l'IA a pondu une compo assez étrange pour Lens, avec beaucoup de remplaçants. J'ai pas très bien compris. Quoi qu'il en soit, ce match-là était un petit peu le copier-coller du match de Rennes. C'est-à-dire que ce match, on ouvre le score assez rapidement. Eux égalisent sur un retour de coup de pied arrêté et on reprend l'avantage pour ne plus le lâcher et ensuite vraiment dominer notre adversaire, d'autant plus que l'adversaire a été réduit à 10 quasiment juste après notre deuxième but.
On a refait ces fameux matchs dont je parle souvent de maîtrise, de ne pas permettre à l'adversaire d'être dangereux, de ne pas permettre à l'adversaire d'assaillir notre but et d'être vraiment dans une approche et dans une position qui nous permet comment dire, de ne pas subir, de ne jamais subir. On est une équipe assez défensive. Vous aurez compris que mon prisme est défensif et que ce sur quoi j'insiste, c'est l'aspect défensif. C'est vraiment là-dessus que j'appuie et qui est pas forcément très commun sur FM. Maintenant, ce qui est bien et ce que j'attends aussi, c'est qu'on soit capable de se projeter, de se créer des occasions. Là, on a 14 tirs dans le match, qui est très bien pour un match à l'extérieur contre une équipe qui est supérieure à la nôtre. Maintenant, avoir 14 tirs et même pas un expected goal, c'est vraiment pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Surtout que quand je vois un petit peu la position de nos frappes, on rentre souvent dans la surface des Lensois. Avoir seulement ce ratio d'occasion, c'est très insuffisant par rapport à ce que j'attends et par rapport à ce que je veux de l'équipe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va, je pense, davantage insister par la suite. Et sur lequel on a davantage insisté par la suite. Néanmoins, à côté de ça, le comportement défensif reste très bon. Les notes sont un petit peu basses parce que le but qu'on prend, c'est une succession d'erreurs individuelles. Alors, je ne vais pas vous montrer parce qu'à chaque fois, ça met 20 plombes à charger et je ne vais pas attendre 20 plombes à chaque fois. Mais c'est un retour de coup de pied arrêté où personne ne prend personne et où finalement les joueurs font tous des erreurs. Kofiko laisse partir, je crois que c'était. Ouais, c'était. Alors, je sais plus qui c'était qui laisse partir, mais bon, peu importe. Mathieu Hudol n'est pas au marquage. Traoré est pris sur son jeu de tête. Enfin bon, bref, voilà, une question d'erreur individuelle qui fait que les notes sont basses. Mais les Lensois n'ont pas eu d'occasion et n'ont pas du tout été dangereux. Eux, leur seule occasion, c'est quasiment leur but. Ça, je crois que c'est un coup de pied arrêté. Mais pour le reste, rien ou pas grand-chose. Et ce match et ce résultat nous permettent de repartir plein de confiance avant donc ce derby. Je ne veux pas vous le remontrer, même si j'en suis très fier. On a une vidéo entière qui est consacrée. Ce derby à sens unique, où on a littéralement avalé notre adversaire, Strasbourg, qui est jusque-là notre meilleur match de la saison. Où on se rapproche vraiment encore un petit peu plus de ce qu'on veut faire, parce que là, cette fois-ci, on avait enlevé la maîtrise, on avait enlevé une partie de notre pressing habituel pour vraiment se concentrer sur les contres. Et vous avez vu pendant le match qu'on avait quand même pas mal de balles de contre, pas forcément toutes très bien gérées. J'enchaîne avec le match de Toulouse, qui est l'avant-dernier match que je vais vous montrer, puisqu'après, on aura fait tous les matchs. Un match beaucoup plus frustrant, parce que d'un côté, le, le travail à l'entraînement et quelques changements tactiques ont fait qu'on s'est créé beaucoup plus d'occasions. Je crois qu'on a 3 poteaux dans le match. Mais on ne fait qu'un partout. Euh, Ça, c'est beaucoup plus frustrant. Alors, vous voyez ici les momentum du match montrent que la deuxième mi-temps, il ne s'est rien passé. C'était pas tant ça le match que le fait que les Toulousains, qui étaient derniers au coup d'envoi, ont, je pense, cherché à beaucoup mieux défendre et ont vraiment reculé sur le terrain. Parce que voilà, on était quasiment à 2 d'expected goal à la mi-temps, ce qui est énorme pour une équipe qui joue à l'extérieur en outre. Mais voilà, c'est un match qu'on doit gagner largement, 3-1, 4-1 peut-être. Euh, on a été vraiment avec le ballon nettement meilleur. Je suis vraiment très content du repositionnement de Lamine Camara en le libérant des tâches défensives. Parce qu'on n'a pas du tout perdu en maîtrise, notamment de l'axe défensif. Parce qu'on a des joueurs qui ont un très bon volume de jeu, que ce soit Bib Maïga, Kevin Endora, Modanleh Jean-Jacques, en fonction de qui est aligné. On n'est on n'est pas mis en danger, on n'est pas mis en difficulté. Et ça permet à l'ami Camara d'être beaucoup plus libre, de courir un peu moins également. Et ça donne à son pressing, bah, en fait, je pense qu'il presse mieux parce qu'il est beaucoup plus serein. euh, Parce que bah, avant, il y avait pourquoi pas, il y avait un risque de déséquilibre. Le pressing tel qu'on le faisait avant. Là, on était vraiment sur ce match, sur une équipe qui était agressive, qui était beaucoup plus haute sur le terrain. Et je vous montrerai après que ça se matérialise dans les chiffres.
Maintenant, on a été pénalisé par un manque de réussite et un manque de talent qui font que finalement on ne s'en sort qu'avec un match nul, même si faire nul à l'extérieur, ça n'est jamais un mauvais résultat. Et donc là, on vient de boucler le match contre Nice à domicile, donc défaite 1-0 qui est le summum du manque de réussite parce que vous voyez, c'est notre meilleur match offensif. On a eu un tas d'occasions, on rate un penalty. Là, c'est juste qu'on a un gardien en face qui est en état de grâce, qui n'a rien laissé passer. Vous voyez, il a 9, Salvatore Sirigu. Donc il arrête un penalty, il a tout arrêté. Il a un duel contre Lamine Camara aussi où il reste sur ses appuis et où bah, finalement ce duel qui vraiment aurait dû faire but bah, ne fait pas but. Les Niçois n'ont eu aucune occasion, à part un but idiot qu'on concède sur un retour de coup de pied arrêté, les fameux coups de pied arrêtés d'FM24, mais où surtout on n'est pas présent au marquage et on prend une frappe de loin de Romain Perrault, à l'entrée de la surface. Pour le reste, ils ont beaucoup tiré de loin, Nice, beaucoup de frappes de loin. On avait un petit peu changé l'approche du match, on était repassé dans le fameux 4-2-3-1 reculé. C'est pas tant par conviction et je l'ai pas tant fait parce que je voulais revenir au système d'avant. Je l'ai fait parce que Nice est une équipe qui est capable avec le ballon, avec des joueurs de qualité et des très bons joueurs en dribble, de s'avancer et de déjouer un pressing un peu plus haut. J'ai essayé avec ce changement tactique et de repasser dans ce schéma un peu plus défensif, d'avoir vraiment du nombre pour pouvoir ensuite, sur nos récupérations de balles, se projeter. C'est une équipe qui concédait beaucoup de buts sur des passes en profondeur et sur du jeu long. Et j'ai voulu essayer de retrouver un petit peu ce jeu long et ce jeu en profondeur. C'est pas en profondeur. On avait un peu changé parce que l'ami Camara était déchargé de tâches défensives. On avait vraiment là opté pour un bloc bas. Je regrette pas le choix parce que finalement on a eu les occasions, mais on n'a pas eu la réussite, un peu comme contre Toulouse. Donc c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que finalement, vous voyez, les deux matchs, on serait le plus d'occasions, bah on ferait un point sur 6 parce que on n'a pas la réussite et parce qu'on tombe sur des gardiens en état de grâce. Donc voilà notre début de saison de manière complète. Donc on est cinquième de Ligue 1. Bon, le classement est anecdotique, hein. On est cinquième, on pourrait être 8 ou neuvième, que ça ne changerait pas grand-chose, ou deuxième, ça ne changerait pas grand-chose non plus. Ce que je retiens, c'est qu'on est une équipe qui, pour le moment, est totalement dans son sujet, qui est extrêmement solide. Extrêmement solide, vous voyez, on a concédé que 4 buts, on est meilleure défense. Mais à côté de ça, on doit vraiment faire mieux devant le but adverse, continuer sur cette dynamique où on se crée beaucoup plus d'occasions, mais les concrétiser, améliorer notre animation des couloirs et voilà, continuer à progresser. On va juste faire un peu d'analyse des données et après on va regarder la tactique pour boucler ce bilan. Donc vous savez que j'utilise beaucoup l'analyse des données pardon, pour un peu comprendre la dynamique de mon équipe. Vous voyez que défensivement, on est vraiment sur une équipe qui est parmi ce qui se fait de mieux en Ligue 1. On récupère énormément de ballons. Je pense qu'on est les meilleurs du championnat à ce niveau-là. On concède rien pendant les matchs. Vous voyez, bon, les adversaires, c'est vrai, on laisse l'adversaire faire davantage de passes. Avant un tir, on concède très peu de tirs, donc je ne sais pas si c'est vraiment très parlant de le regarder comme ça. À côté de ça, notre tactique est aussi faite pour ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus une tactique très agressive au pressing, on n'est pas non plus l'équipe qui va chercher l'adversaire très haut et qui va chercher à être la plus agressive et la plus portée vers l'avant de ce point de vue-là. Maintenant, on essaie d'être très bien en place et là-dessus, bah, ouais, on est très bien en place comment je vais dire, on répond présent quoi. Vous voyez, moi ça que je voulais vous montrer, c'est que ouais, on concède pas mal de passes avant un tir, mais on concède très peu de passes dans notre camp. Donc on oblige l'adversaire, et on l'avait vu contre Strasbourg, c'était vraiment ce qu'on avait essayé de faire, et contre Lens c'était pareil, et
Contre Rennes et Marseille, c'était pareil. C'était de faire en sorte que l'adversaire, quand il a le ballon, il ne sache pas quoi en faire et qu'il ne puisse pas avancer davantage. Donc on peut accepter que l'adversaire fasse beaucoup de passes. Ça ne me dérange pas. Par contre, il y a des zones où il ne faut pas que l'adversaire les fasse. Et ces zones, pour le moment, on arrive à très bien les tenir et à très bien être dans le finalement dans notre sujet. Maintenant, ce que je ne voulais pas et ce que je ne veux pas forcément, c'est qu'on soit une équipe qui soit acculée sur son but. Si on pouvait un peu remonter notre ligne de récupération, notre zone de récupération, c'était bien. Après le match de Reims, on récupérait principalement des ballons dans notre surface. Je crois que c'est de mémoire. J'aurais dû faire des screens, j'ai pas pensé à l'époque parce que c'est pas grave. Je crois qu'on était à 30% devant le but et à 25% autour de la surface. On a réussi à un petit peu inverser cette donnée-là et donc à faire en sorte qu'on récupère davantage de ballons devant le rond central, enfin derrière le rond central pour l'adversaire. Ça vient du fait directement qu'on a remonté d'un cran des milieux défensifs qui jouent maintenant un peu plus haut et qui fait que, bah oui, en fait, on concède moins d'occasions, encore moins d'occasions, parce que bah, finalement, on réussit à obliger l'adversaire à être un petit peu, à pouvoir moins facilement pénétrer notre camp. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais, et là-dessus, c'est pas trop mal. Offensivement, par contre, on est encore beaucoup trop faible. On est beaucoup trop faible. Nos dribbles par match, vous voyez, je pense on est les plus mauvais. Donc quand je vous parlais du manque de la faiblesse de nos ailiers, on y est vraiment. On marque pas beaucoup, on se crée pas beaucoup d'occasions, on tire pas mal parce que bon, malgré tout, on a quand même pas mal de tirs, mais parce qu'on trouve les espaces et on est, je pense, plutôt, on est assez bien organisé. Mais voilà, c'est vraiment insuffisant. Il faut qu'on fasse beaucoup mieux. Moi, je veux davantage de dribbles et je veux davantage de centres réussis. Le reste, à la limite, peu m'importe. Mais ça, au niveau des dribbles, par rapport à la tactique qui est la nôtre, on doit faire vraiment, vraiment beaucoup mieux. Vraiment, vraiment beaucoup mieux. On va pas forcément aller plus en profondeur dans l'analyse des données parce on a déjà fait beaucoup et qu'on a encore deux, trois choses à traiter. Donc, comme je vous l'ai dit, la tactique, on est repassé en 4-3-3. Le changement que j'ai apporté principal, ça vient du comportement ici, de l'attitude du joueur qui est ici. J'essaye de trouver des combinaisons dans les couloirs. Pour le moment, je ne les trouve pas. Euh, donc j'ai essayé de repasser un attaquant intérieur qui est un joueur qu'on trouve davantage, qui peut, comment je vais dire, qui peut davantage, par ses déplacements plus que par ses dribbles, on n'est pas bon en dribble, d'apporter autre chose. C'est pas forcément ce qui fonctionne pour le moment. J'ai essayé d'apporter du changement dans les consignes ici avec un ailier intérieur, peut-être un peu plus avec une tâche de soutien. Parce que s'il part un petit peu plus bas, peut-être qu'il y a moyen pour lui, par une passe plutôt que par un dribble, de trouver des solutions. Ça marche pas non plus. J'ai essayé, vous voyez, ici de reprendre un peu son positionnement, de lui demander d'être un petit peu plus dans l'axe pour pouvoir mieux combiner avec son latéral qui lui non plus qui lui aussi d'ailleurs me déçoit un peu. Ça n'a pas fonctionné non plus pour le moment. Donc là on cherche, on essaye de trouver des solutions. Surtout que le calendrier va vraiment être un peu plus compliqué par la suite. On va à la fois affronter Monaco donc et Lyon à l'extérieur, et à domicile, bon, on va recevoir Le Havre et Nantes qui sont des équipes de bas de tableau qu'il faudra battre. Voilà, on est pour le moment sur voilà, on est sur de la découverte pour le moment encore, je pense, avec beaucoup de choses sur lesquelles on doit s'améliorer, mais une très bonne base de travail parce que bon, malgré tout, bah, on est cinquième de Ligue 1, on n'est pas en panique, on n'est pas en difficulté dans ce championnat et on est voilà sur quelque chose qui fonctionne pour le moment très bien. Les notes des joueurs, si vous après les notes, j'y accorde pas une très très grande importance. Je crois que c'est là, voilà, info effectif. Donc, globalement, je trouve les notes un petit peu faibles. J'ai toujours trouvé un petit peu faible. Je pense que le moteur des notes sous-note un peu les équipes comme la nôtre dont les joueurs sont un petit peu limités.
moi, je conçois qu'on ait des joueurs qui soient en dessous de la note de 7 à partir du moment où c'est des joueurs qui, en soi, sont inférieurs au reste de ce qui se fait en Ligue 1 à ce niveau-là. Je pense que si ces joueurs-là étaient des joueurs d'un standing supérieur, ils auraient de meilleures notes. Je retiens juste que globalement, vous voyez que c'est les joueurs qui jouent sur les côtés qui sont pas forcément très bons. Et que, à l'inverse, moi j'apprécie beaucoup ce que fait Lamine Camara, surtout depuis son repositionnement et son changement de rôle. L'avoir à quasiment 7 sur 10, c'est une très bonne chose. Pour le reste, oui, les notes sont un petit peu moyennes. Moi, ce que je retiens, voilà, c'est ça. C'est que pour le moment, les 4 plus mauvais, c'est nos 4 joueurs qui ont une vocation un peu plus offensive dans les couloirs. C'est eux qui sont les moins bons. Ça, c'est un problème qu'il faudra résoudre assez rapidement si on veut continuer à être performant dans cette Ligue 1. Euh, donc pour l'équipe pro, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Un petit tour rapide. Alors l'équipe réserve, je m'y intéresse pas trop pour le moment. Je regarde plutôt les U19 parce que je pense que c'est plutôt vers eux que je vais me tourner assez rapidement assez rapidement, c'est-à-dire d'ici une ou deux saisons pour aller prendre des jeunes. On a vraiment des joueurs très prometteurs, surtout vous voyez au classement, on est large leader, on a gagné tous nos matchs. On est vraiment sur un début de saison assez exceptionnel des U19. C'est très intéressant d'avoir cette jeunesse messine. Surtout que on a un peu mis le paquet sur les U19 pour améliorer le staff technique et leur donner davantage de moyens de réussir. Vous voyez, donc au niveau du staff, on est quasiment ce qui se fait de mieux dans le championnat des U19. On peut recruter un préparateur des gardiens, mais voilà, j'ai vraiment essayé de recruter davantage de préparateurs et de meilleurs préparateurs. Alors j'ai recruté lequel, je sais pas. Alors, on a recruté Damien Della Santa, qui est dans la vraie vie, qui je crois maintenant est à Lyon, qui est un préparateur vraiment reconnu. Il a vu une offre pour la réserve de Caen. Il a accepté de venir chez nous U19. Je suis vraiment très content parce que c'est rare d'avoir un préparateur de ce niveau-là chez les U19 pour un club du standing du FC Metz. Oui, c'est un préparateur qui a toutes les qualités requises pour faire progresser les jeunes. Euh, donc ça me va vraiment. Je suis vraiment très content de l'avoir. Il est bon en tout et il peut aider en tout. Euh, on a vraiment un staff qui est très complet pour un staff U19. Je voulais reprendre un analyse de performance parce que je pense que le moteur de jeu ça leur permet comment je vais dire, de progresser sans qu'on le voit, qu'on puisse nous le gérer. Surtout que je regarde pas forcément cet aspect-là, mais je regarde plutôt les résultats et comment ça tourne, les rapports d'entraînement. Je ne veux pas dans le détail, match après match. Ça, je laisse ça. Le jeu s'en occupe très bien tout seul. Mais voilà, j'ai vraiment voulu leur donner le maximum de moyens pour y arriver, avec donc du coup le renforcement du staff technique et les moyens qui sont mis pour les U19. Les entraînements, on en a parlé la dernière fois. Ils continuent de suivre l'entraînement qu'on a prévu. Et je vais vous montrer l'effectif. Les jeunes qui sont les plus prometteurs sont ceux qui progressent le plus. Alors, on a au niveau des joueurs qui sont les plus prometteurs, je vais juste vous les montrer ici. Ce défenseur central qui est très intéressant, John Chiabou, donc qui a 17 ans, qui a déjà de vraies qualités, qui est déjà assez en avance physiquement, je trouve, pour un joueur de 17 ans. Il a beaucoup de progrès à faire. Mais c'est vraiment un joueur très intéressant, 1,89 m, un défenseur assez physique, même s'il il peut faire mieux. Il a une personnalité qui est déjà bonne, équilibrée, c'est déjà pas trop mal pour un joueur comme base de progression. Bon, vous voyez qu'il progresse très bien. Après, la progression, ça veut rien dire. À cet âge-là, à 17 ans, ils progressent tous. C'est très rare qu'ils progressent pas ou alors c'est qu'ils se blessent. Quand ils sont blessés, ils peuvent là aussi perdre assez vite, ils peuvent perdre assez vite comment je vais dire, des points. Mais il progresse très bien et à 17 ans, c'est déjà pas mal du tout d'en être là où il est. Le meilleur attaquant du championnat U19, donc Josué Fernando, donc 16 ans. Lui, il a 16 ans. Euh, je sais pas s'il a autant de qualité. Bon, il a un an de moins. Et s'il pourra aller aussi vite vers les pros que John Chiabou, néanmoins, c'est pareil. Je vois un attaquant qui est déjà physiquement pas loin d'être prêt. En tout cas, pourquoi pas à monter d'un cran, même si je vais laisser en U19 jusqu'à ses 19 ans.
Je vais pas le prêter ni quoi que ce soit. Il suit une très bonne progression, c'est pareil. C'est des joueurs, s'ils continuent comme ça, je pense que d'ici 1 an et demi, 2 ans, ils seront tout à fait aptes à partir en prêt quelque part ou à avoir du temps de jeu de temps en temps en équipe pro. Et donc lui, je crois, est déjà à 11 buts. Et vous voyez, j'ai des clubs de Ligue 1 qui sont sur lui. Donc il va très vite falloir penser à lui filer un contrat parce qu'il n'est pas question que je laisse partir un jeune un petit peu n'importe où. Celui que je voulais vous montrer, il y en avait un autre, c'était pas lui. Est-ce que c'était lui? Ouais, c'était peut-être lui. Ah oui, c'est un milieu de terrain. Voilà, c'était lui, donc luxembourgeois de 16 ans, qui a une personnalité très déterminée, ce qui est pas mal. Il a beaucoup à apprendre, lui, en revanche, notamment techniquement, où il est un peu en retard, il manque de qualité. C'est un joueur qu'on peut suivre également, qui peut être amené à faire de bonnes choses. Mais pour le moment, voilà, ces deux joueurs-là, que sont Josué Fernando et John Chiabou, eux, il y a vraiment matière à faire quelque chose et à très rapidement avoir des joueurs aptes à, pourquoi pas, passer une tête en équipe pro d'ici 1 an ou 1 an et demi, voire 2 ans. La réserve, on peut jeter un œil. Je me suis pas vraiment intéressé à ce qu'ils font parce qu'en plus, j'ai pas de championnat en réserve. Il y a juste un joueur que je regarde avec attention qui est Wassim Bari, qui est milieu de terrain, qui a vraiment des qualités très intéressantes. J'aurais pu le remettre en U19, je préfère qu'il reste en réserve. Ce qui m'avait fait douter un peu de l'idée de le refaire redescendre d'un cran, c'est que je le trouve physiquement un petit peu limité. Je trouve qu'il peut vraiment progresser. Et pour moi, la différence qu'il y a et que je fais quand je suis dans une équipe française entre la réserve et le U19, sur l'aspect physique. Quand vous êtes en U19, il y a plus d'entraînement. C'est là où vous êtes le plus à un âge où vous pouvez davantage vous développer physiquement. Je vous ai montré mes programmes d'entraînement qui sont vraiment très intenses et où il y a beaucoup de séances physiques. Je pense que ce qui fait la différence entre un joueur de la réserve et un joueur des U19, c'est que le joueur en réserve, il est physiquement à peu près prêt pour être pro. Le joueur U19, il a encore beaucoup de progrès à faire et c'est ceux qui sont un peu plus en retard. Wassim Bari, je vous avoue que même encore maintenant, j'hésite à le faire redescendre d'un cran, surtout qu'il n'a que 18 ans, donc il peut encore faire un an en équipe U19. On, on verra ce qu'on fait ou pas. On a donc les jeunes qui viennent du Sénégal, Ibou Sané, alors lui, le problème, c'est qu'il est un peu barré parce qu'en équipe pro, on a trois attaquants déjà. Stupinian, Elisor et Benjamin Tété. Même si Benjamin Tété, je pense qu'il va pas rester très longtemps parce qu'il colle pas du tout avec ce qu'on essaye de mettre en place. On verra, mais bon, lui, je pense que j'envisagerais de le prêter, par exemple. Ça pourrait tout à fait s'envisager. Et donc Malik Mbaye, pareil, que bon, lui, il est blessé, donc ça lui réussit pas trop. C'est des joueurs qui pourraient être prêtés, mais qui sont des joueurs intéressants à suivre. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur ce que je voulais vous dire sur ce début de saison. On se retrouvera, je pense, la prochaine vidéo. Elle sera entièrement consacrée à la préparation du mercato. Je vous parle pas du tout du mercato parce qu'à côté de ça, je réfléchis et je regarde ce que je pourrais prendre comme joueur assez rapidement pour l'équipe. J'ai une petite idée d'un joueur et d'un profil, mais je veux vraiment vous montrer ça dans une vidéo qui sera entièrement consacrée à ça. Comment choisir vos joueurs, comment préparer votre mercato, qu'est-ce que je vais vous permettre de faire, et comment éviter les flops, et comment éviter les joueurs qui ne collent pas à votre équipe et à votre effectif. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente, on a abordé rapidement le sujet. Là, je pense qu'on peut vraiment faire un gros focus là-dessus. Ce sera pourquoi pas la vidéo qui précédera celle de mi-saison. Donc, je pense que la prochaine vidéo sera entièrement consacrée à ça, le recrutement des joueurs. Il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels je pourrais vous parler sur FM, donc on va le faire petit à petit, vidéo après vidéo. Je vous parlerai du staff technique parce que je pense que là aussi, au niveau des pros, il y a à faire. Je vais vous montrer pourquoi il y a à faire. C'est ici, la satisfaction de l'entraînement. Voilà. Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont pas contents du niveau d'ensemble des entraînements.
Et je pense que ça influe sur la progression que je trouve un petit peu lente de certains éléments. Et ça veut dire que sa technique est pas au niveau. Donc, on va adapter les entraînements et on va essayer un petit peu de revoir ça. Mais pareil, je vous ferai une vidéo entièrement consacrée à ça. Peut-être, voilà. Ou ce sera le mercato, ou ce sera le staff. On verra. Mais quoi qu'il en soit, c'est des choses sur lesquelles on pourra revenir. Écoutez, ceci étant dit, bah, moi je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Amusez-vous sur FM dans vos parties, dans vos carrières. Encore une fois, je vous le redis, je n'ai pas l'intention de vous expliquer la vie et de vous expliquer comment jouer. Vous jouez comme vous voulez. Moi, je vous montre ma façon de jouer. Si ça peut vous inspirer, tant mieux. Si ça vous confirme des choses que vous connaissez, tant mieux. Le but, c'est pas d'étaler mon savoir et ma culture et ma connaissance, c'est juste de vous raconter un petit peu ce que je fais. Et si ça peut en inspirer certains, ce sera une très bonne chose. Sur ce, eh bien écoutez, amusez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!